L'organisation de l'approvisionnement médical et psychologique des populations, employés de la médecine et sauveteurs en cas d'urgence. Différents types d'événements stressants se produisent dans le monde, comme les guerres, les catastrophes naturelles, les accidents, les incendies. Des personnes, des familles ou des communautés entières peuvent être affectées. Ces personnes peuvent perdre leur maison ou leurs proches, être séparées de leur famille et de leur communauté, ou être témoins de violences, de destruction ou confrontés à la mort. Si chaque individu confronté à de tels événements s'en trouve affecté d'une manière ou d'une autre, les réactions et les ressentis de chaque personne peuvent être très différents. Beaucoup de personnes peuvent se sentir dépassées, accablées, désorientées ou ne pas bien comprendre ce qui se passe. Ils peuvent avoir très peur ou éprouver de l'anxiété ou alors se sentir comme paralysés et se coupent de la réalité. Ces réactions face à l'événement peuvent être plus ou moins fortes selon les individus. La manière dont chaque personne réagit dépend de nombreux facteurs, comme la nature et la gravité des événements vécus, l'expérience antérieure d'événements stressants, le soutien de l'entourage, la santé physique, les antécédents personnels et familiaux de problèmes de santé morale, la culture et les traditions, l'âge, par exemple en fonction de leur âge, les enfants réagissent différemment. Chaque personne possède des forces et des capacités pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Pourtant, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres face à des situations de crise et peuvent avoir besoin d'une aide plus importante. Ceci inclut les personnes potentiellement à risque ou ayant besoin d'un soutien supplémentaire, que ce soit en raison de leur âge, les enfants, les personnes âgées, d'un handicap mental ou physique, ou de leur appartenance à des groupes marginalisés ou exposés à la violence. Lorsqu'une victime vit un événement traumatisant, par exemple une prise d'otage, elle est soumise à une situation incompréhensible. Un traumatisme constitue une confrontation avec la mort et inconsciemment avec notre propre mort. Tout dans nos vies est organisé suivant une trame que nous voulons cohérente, mais dans le traumatisme prédomine l'arbitraire. Personne ne peut expliquer pourquoi un avion s'est écrasé alors que son enfant se trouvait à bord ce jour-là. Il n'y a aucune justification à cela, et c'est cette absence de justification qui traumatise les victimes. On cherche alors les coupables, parfois des boucs émissaires innocents des crimes qui leur sont attribués. Sur le plan individuel, le choc rompt les chaînes du sens. La victime ne peut plus se raconter son histoire, ni insérer cet événement dans la trame de son existence. Ainsi, elle répète inlassablement ce qu'elle vient de voir, enlacée dans cette vision, fonctionnant à la façon d'un disque rayé. Les victimes de stress post-traumatique revivent indéfiniment des scènes qui les ont marquées, des scènes qui les envahissent et les perturbent. Ce sont toujours les mêmes pensées, images, cauchemars, parfois même des sensations physiques telles que les palpitations, transpiration, troubles gastro-intestinaux, difficultés respiratoires. Ils ont le sentiment que l'amour rôde et que l'agression pourrait se renouveler à tout instant, surtout s'ils rencontrent dans leur environnement un indice évoquant l'événement. Par exemple, un film violent ou un bruit inopiné. Les blessures physiques nécessitent des soins d'urgence au même titre que les blessés physiques.
L'intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers préalablement formés et intégrés aux unités d'aide médicale urgente, SAMU-SMUR, doit garantir une prise en charge immédiate et post-médiate satisfaisante des victimes et permettre d'éviter l'installation des troubles de stress post-traumatique. Dans les 24 premières heures de l'événement, cette prise en charge médicale spécialisée est indispensable pour aider la victime à penser de nouveaux repères. Dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, des troubles peuvent apparaître. Angoisse, sentiment de malaise ou d'insécurité, irritabilité, troubles du sommeil et dépression. Des pensées, des sensations, des images ou des sons pénibles de l'événement peuvent ressurgir et s'imposer jour et nuit, rendant difficile la vie familiale et professionnelle et avoir des conséquences sur la santé. La prise en charge que les spécialistes proposent a pour objectif d'atténuer l'impact physique des événements vécus. Ils peuvent également intervenir pour des soins post-immédiats avec préparation des relais thérapeutiques ultérieurs. Voici plus précisément en quoi consistent les PSP. Apporter soutien et soins concrets sans intrusion. Évaluer les besoins et les préoccupations de la personne. Aider les personnes à répondre à leurs besoins essentiels, par exemple la nourriture et l'eau, les informations. Écouter les personnes sans la pousser à parler. Réconforter les personnes et les aider à se calmer. Aider les personnes à obtenir les informations, les services et le soutien social dont elles ont besoin. Protéger les personnes d'éventuels nouveaux dangers. L'OMS et Sphère décrivent le débriefing psychologique comme le fait d'amener la personne à s'exprimer en lui demandant de raconter brièvement, mais systématiquement, les perceptions, les pensées et les réactions émotionnelles qu'elle a eues au cours d'un événement stressant récent. Cette intervention n'est pas recommandée. Elle diffère du débriefing opérationnel généralement utilisé par les travailleurs humanitaires de certaines organisations à la fin d'une mission ou d'une tâche. Les PSP constituent une solution alternative au débriefing psychologique avéré inefficace. En revanche, les PSP reposent sur des éléments qui semblent particulièrement utiles pour le rétablissement des personnes sur le long terme. Diverses études l'ont montré et de nombreux intervenants en situation de crise partagent cette opinion. Ces éléments incluent le sentiment d'être en sécurité, soutenu par le groupe, calme et ayant de l'espoir. L'accès à un soutien social, physique et émotionnel. Le sentiment de pouvoir s'en sortir en tant que personne et en tant que communauté. L'objectif du soutien psychologique des personnes en cas de situation d'urgence, d'événements traumatiques est d'atténuer ou de faire disparaître les conséquences de l'impact de l'événement sur la santé morale et donc de minimiser les risques psychosociaux à l'avenir. Le choc psychique causé par des événements traumatiques nécessitent une prise en charge spécifique pour prévenir les conséquences qui peuvent en découler. Le ministère chargé de la Santé a mis en place des structures pour aider les personnes affectées par ces difficultés lors des événements graves ou en dehors de ceux-ci. La prise en charge médico-psychologique urgente des victimes des événements psychotraumatisants, catastrophes, attentats, est assurée en France par les cellules d'urgence médico-psychologique, CUMP. En Russie,
C'est l'affaire du Centre d'aide psychologique d'urgence de la ministère des situations d'urgence. Le Centre d'aide psychologique d'urgence de la ministère des situations d'urgence vise à résoudre 3 tâches principales. Fourniture d'une assistance psychologique d'urgence à la population touchée par des situations d'urgence. Soutien psychologique pour les activités des employés du ministère des situations d'urgence de la Fédération de Russie. Activités scientifiques. Lorsque vous vous chargez d'apporter de l'aide aux victimes d'un événement grave, vous devez agir de manière à respecter la sécurité, la dignité et les droits des personnes que vous aidez. Voici les principes qui s'appliquent à toute personne ou organisation engagée dans l'intervention humanitaire et notamment s'il apporte des PSP. Il faut les respecter. La sécurité des personnes. Évitez de mettre des personnes encore plus en danger à cause de vos actions. Assurez-vous du mieux possible que les adultes et les enfants que vous aidez sont en sécurité et protégez-les des dommages physiques ou psychologiques. Il faut respecter la dignité des personnes. Traitez les personnes avec respect en tenant compte de leurs normes culturelles et sociales. Il faut respecter les droits des personnes. Assurez-vous que les personnes ont accès à l'aide de façon équitable et sans discrimination. Aidez les personnes à faire valoir leurs droits et à bénéficier du soutien disponible. N'agissez que dans l'intérêt des personnes que vous rencontrez. Souvenez-vous de ce principe lors de toutes vos actions auprès de toutes les personnes que vous aidez, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur origine ethnique. Réfléchissez au sens de ce principe dans votre contexte culturel. Apprenez et suivez systématiquement les codes de conduite de votre organisation si vous travaillez, bénévolement ou non, dans une organisation qui en est dotée. Pendant les premiers secours psychologiques, il faut être honnête et digne de confiance, respecter le droit de la personne de prendre ses propres décisions, connaître et mettre de côté vos préjugés et a priori, bien expliquer à la personne que même si elle refuse votre aide sur le moment, elle peut la solliciter plus tard. Respecter la vie privée de la personne et assurer la confidentialité de son histoire si cela est approprié. Adopter une attitude appropriée en tenant compte de la culture, de l'âge et du sexe de chaque personne. Ne pas profiter de votre position de personne aidante. Ne jamais demander de l'argent ou un service en échange de l'aide que vous apportez. Ne jamais faire pas de fausses promesses ou donner de fausses informations. Ne pas exagérer vos compétences. Ne pas imposer votre aide. Ne pas être intrusif ou insistant. Ne pas pousser les personnes à vous raconter leur histoire. Ne pas divulguer l'histoire des personnes que vous aidez. Ne pas juger la personne sur ses actes ou ses sentiments. Lors des situations de crise, il y a souvent parmi les populations affectées des personnes de différentes cultures, y compris des minorités ou des individus marginalisés. La culture détermine la manière d'interagir avec les autres et ce qu'il convient de dire ou de ne pas dire, de faire ou ne pas faire. Par exemple, dans certaines cultures, il est inhabituel de parler de ses sentiments à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Il se peut aussi que les femmes soient supposées parler uniquement à d'autres femmes, ou encore certaines règles concernant la manière de s'habiller ou de se couvrir peuvent être particulièrement importantes. Vous pouvez être amené à travailler avec des personnes de milieux différents du vôtre. En tant qu'aidant,
il est important que vous connaissiez votre propre culture et vos propres croyances afin de pouvoir laisser de côté vos préjugés éventuels. Proposez votre aide de la manière la plus appropriée et la moins gênante pour les personnes que vous aidez. Pensez aux questions suivantes quand vous vous préparez à offrir les PSP dans les cadres culturels différents. Habillement. Dois-je m'habiller d'une certaine manière en signe de respect de la culture locale? Les personnes affectées ont-elles besoin de certains vêtements pour conserver leur dignité et respecter leurs coutumes? Langue. Comment se salue-t-on généralement dans cette culture? Quelle est la langue parlée? Genre, âge et pouvoir. Les femmes nécessitant les PSP doivent-elles uniquement avoir des contacts avec des femmes aidantes? À qui m'adresser? Est-ce au chef de famille ou au responsable de la communauté? Contact physique et comportement. Quelles sont les coutumes et usages pour ce qui est du contact physique? Est-il convenable de prendre la main de quelqu'un ou de lui toucher l'épaule? Y a-t-il des attitudes particulières qu'il faut prendre en compte dans les échanges avec des personnes âgées, les enfants, les femmes ou d'autres? Croyances et religions. Quels sont les différents groupes ethniques et religieux représentés parmi les personnes en détresse? Quelles croyances ou pratiques sont importantes pour les personnes affectées? Quel est leur point de vue ou explication concernant ce qui s'est passé? Les PSP s'inscrivent dans le cadre plus large d'interventions qui répondent à des urgences humanitaires de grande ampleur. Quand des centaines ou des milliers de personnes sont affectées, différentes mesures d'intervention d'urgence sont prises, comme les opérations de recherche et de sauvetage, les soins médicaux d'urgence, les abris, la distribution de nourriture, les activités de recherche des familles et les activités de protection de l'enfance. Il est souvent difficile pour les travailleurs humanitaires et les bénévoles de savoir exactement quels services sont disponibles et où ils se trouvent. C'est le cas lors de catastrophes de grande ampleur et dans les lieux où il n'y a pas encore d'infrastructures de santé ou d'autres services en état de fonctionner. Essayez de savoir quels sont les services et relais disponibles, de façon à pouvoir renseigner les personnes que vous aidez et les diriger vers les structures appropriées proposant une aide concrète. Lors d'une intervention en situation d'urgence, si possible, suivez les consignes des autorités compétentes qui gèrent la crise. Cherchez à savoir quelles sont les interventions d'urgence qui sont organisées et quelles sont les ressources disponibles pour aider les personnes, le cas échéant. N'entravez pas le travail du personnel de recherche et de sauvetage ou du personnel médical d'urgence. Connaissez votre rôle et ses limites. Aider de manière responsable, cela signifie aussi prendre soin de soi, de sa santé et de son bien-être. En tant qu'aidant, vous pouvez être affecté par ce que vous vivez lors de la situation de crise, ou bien vous-même ou votre famille avez pu être directement touché. Il est important d'accorder une grande attention à votre propre bien-être et de vous assurer que vous êtes capable, physiquement et émotionnellement, d'aider les autres. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres le mieux possible. Si vous travaillez au sein d'une équipe, assurez-vous aussi du bien-être de vos collègues. Merci pour votre attention.